À l'aube de cette nouvelle année, l'Atelier Histoire est heureux de vous présenter la rétrospective de l'année 2022. Les membres de l'association, toujours sur le pont pour rassembler les mémoires. Voilà, donc à la demande de l'association de Belle, j'ai préparé un petit diaporama sur l'histoire de cette forêt qui est connue de toutes et de tous, de par sa proximité, de par sa richesse en arbres, effectivement, donc on a des arbres de qualité, mais qu'aussi une histoire, et cette histoire est très peu connue, ou connue sur cette mort par rapport à la présence de sites comme le château de la Motte, que tout le monde connaît un peu, la butte Gramont, la Croix-Vallou, la chapelle de la Bonne Dame. Voilà, ça c'est des sites qui sont connus. Mais il y a quand même toute une histoire. Et pour arriver à une forêt comme on l'a actuellement, cette forêt a suivi une évolution par rapport à un contexte historique, voilà, qui était lié à des demandes. Si on a conservé quelques secteurs de la forêt avec des arbres de haute taille, c'était pour alimenter les forges en bois de construction, hein, pour les bâtiments, en charpente, ou même pour faire des pièces de bois. Mais toute la forêt était pratiquement très taillie pour cette production de charbon de bois. La forêt devient royale. Au moment où la forêt devient royale, donc les forges de Clavière, la forge de Lille fonctionnent tout le temps. Il y a toujours cette production de fer, il y a toujours ce besoin de charbon de bois. Vous voyez que la Gaule était à l'époque, au 1er et 2e siècle, partagée en 4 régions. En bas, la Narbonnaise, du nom de Narbonne. Vous aviez ensuite la Belgique, tout à fait en haut, la Lyonnaise, et nous appartenions à l'Aquitaine. Vous voyez qu'on était à la pointe de l'Aquitaine, donc Bourges. C'est-à-dire, on peut supposer, vous savez, souvent les chercheurs disent, bon, il y avait un habitat à tel endroit, un habitat là, donc on a tendance à faire une route. Mais elle était certainement très légère, on n'a jamais découvert. Vous connaissez l'aérodrome du Pêchereau. Bon, ben, juste là, il y a un moment, la route coupe, et on savait par un cantonnier qu'il avait coupé à plusieurs reprises en curant les fossés la voie romaine. Et donc au mois de juillet, on a pris des pioches et des pelles, des truelles, et on est passé par ça. Vous voyez, on était 4, 5, il y en a une d'ailleurs qui nous regarde, et finalement on l'a trouvée la voie romaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour transporter les blocs de la carrière à la Bouzanne, c'était trop dur par la terre, on a creusé un canal, et avec des barques plaques qu'on appelle des barges, on peut mettre 4 tonnes sur une barge comme ça, on emmenait la barque, mais évidemment elle ne marchait pas toute seule, donc il y avait un chemin de halage sur lequel marchaient des gens qui allaient, ou des animaux, qui tiraient la barge jusqu'à la Bouzanne. Diffusion de côté, abandon à une divinité, on lui fait confiance complètement. Donc les gens ont ressenti le besoin d'avoir ça, et c'est là que sont arrivées les religions dites asiatiques, orientales, le culte de Cybèle et de Mitra notamment, qui préparent en fait la religion chrétienne, parce que ces religions disent pour la première fois, nous sommes pour tous les hommes, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions. Pensez à Blandine, qui est une esclave qui meurt à Lyon, dans l'amphithéâtre, qui ne veut pas parjurer sa religion. Et pour la première fois, cette religion est ouverte à tous. Et puis elle donne foi en l'avenir. C'est comme ça que et d'ailleurs, les premières traces de chrétiens que l'on a, ils sont bagarrés très fortement avec les religions orientales. Du bon tabac dans ma tabatière,
J'ai du bon tabac, tu n'en auras Bien, pas. bonjour à tous. Je vais essayer de vous retracer un petit peu donc, les 140 années d'activité tabacole sur la ville de Châteauroux. Une petite ville de 16 000 habitants. Hein. C'était pas, bien sûr, aussi espacé que maintenant. À la construction de la manufacture, quand on est au niveau de l'avenue de la Châtre, quand vous êtes au niveau du boulevard de Pluie, vous aviez donc de chaque côté de la route de la Châtre à l'époque, c'était de la terre agricole, hein, particulièrement des vignes. En 1857, donc c'est les ateliers provisoires, on avait même commencé un petit peu avant, en 1855, avant la construction de la manufacture, on avait besoin, disons, de tester un petit peu le personnel féminin qui allait donc faire donc les cigares. On a donc installé des ateliers provisoires qui se situent dans les anciens bâtiments de l'école normale rue des Ponts. Vous voyez, par exemple, au premier rang, vous avez ça fait comme des espèces de petits comptoirs, hein, où elles sont donc toutes les unes à côté des autres pour fabriquer leurs cigares. Alors les conditions de travail, bon, bah, elles étaient assez drastiques. Hein. Je n'avais pas fait la liste, c'est Bernard qui m'a souligné ça et j'en ai oublié. Il y en a d'autres. Alors, Il y en a d'autres. ah bah oui, parce qu'il y a, oui. Je suis pas Ah oui, quand même. Du tabac à Velle ou dans l'Indre, ça Il y en avait pourrait du côté ça de pourrait être un donc, jour un sujet de revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu un bond dans le temps, on va revenir 80 ans en arrière, dans cette nuit du 29 mai au 30 mai 1942. On est en Angleterre, c'est un vendredi. Il y a un homme qui attend sur le tarmac pour embarquer à bord d'un avion, un Whiteley. Alors un Whiteley, c'est un bombardier, un avion assez conséquent, c'est un bimoteur. Et ils attendent quoi? Ils attendent le feu vert de la météo. La météo donne son feu vert. L'homme monte dans l'avion et l'avion décolle. Alors l'équipage de l'avion est composé d'un pilote, d'un copilote, d'un navigateur, d'un largueur et d'un mitrailleur à la fin dans la queue de l'avion pour assurer la sécurité de l'avion. En général, ces avions-là étaient utilisés pour larguer plusieurs personnes. Et cette nuit-là, il ne va être utilisé que pour un seul largage, ce qui est assez rare quand même. Cette mission, ça sera le parachutage d'un officier du BCRA. Alors l'avion va décoller, il va survoler la Manche sans problème et il va aborder les côtes françaises au niveau de la Normandie. Et là, le temps se gâte, le temps devient très mauvais, mais le pilote décide de continuer. Le pilote va diriger son avion entre les villes de Tours et les villes de Blois afin d'éviter les tirs de la DCA allemande. Et il va se diriger ensuite vers Châteauroux, enfin en zone libre, et il va commencer sa descente. Alors là, le passager est avisé qu'on est en approche, on commence à descendre, et il va faire ce que font tous les parachutistes quand ils se préparent à sauter, on vérifie son équipement. Alors il va se lever, il va vérifier son parachute, s'il est bien accroché, il va vérifier son casque, il va vérifier que le colis qu'il embarque avec lui est bien rattaché à son harnais, il va vérifier que sa SOA... le pilote va pas trouver immédiatement la drop zone, hein, la zone de largage. Alors il va tourner longtemps dans Velle, il va faire des tours et des contours comme ça très longtemps. Alors à 6h du matin, 6h, 6h30, à la ferme le Guigné, chemin du Guigné à Velle, un cultivateur, un agriculteur, monsieur Honoré Beurrier, s'apprête à sortir de chez lui comme tous les jours pour aller au travail. Monsieur Beurrier, c'est un homme qui a 43 ans, qui est marié avec Ernestine. Il a 2 enfants, Roland et Roselyne. Et Monsieur Beurrier, une fois qu'il franchit la porte, son attention est attirée par quelque chose d'étrange, d'inhabituel au milieu de son champ, à 30 mètres légèrement sur la droite. Et bon, il se rapproche, bien sûr, il va voir ce qui se passe. Et là, il découvre le corps d'un homme allongé au sol, avec un parachute derrière lui. Alors ça l'intrigue. Et là, il se souvient que durant la nuit, effectivement, il a bien entendu cet avion qui tournait autour de sa tête.
80 ans, dans la nuit du 29 au 30 mai 1942, se déroulait sur la commune de Vesle un événement dramatique. Un agent du BCRA, Bureau central du renseignement et d'action, du général de Gaulle basé à Londres, trouvait la mort lors de son parachutage au lieu-dit chemin du Guigné. Cet agent, non identifié formellement en 1942, le devint grâce au nouveau maire, Pierre Laval, qui, en novembre 1944, entreprit des démarches afin de connaître la véritable identité de ce parachutiste. En réalité, cet agent du BCRA se nommait Jean-Pierre Reynac. C'était un Français qui avait rejoint les forces françaises libres à Londres et qui travaillait au QG du général de Gaulle. Ce jeune lieutenant se porta volontaire pour une mission dangereuse qui, après son parachutage, devait l'amener à rejoindre Marseille, puis Alger, afin d'unifier les mouvements de résistance en vue d'un éventuel débarquement en Afrique du Nord. Malheureusement, le destin décida autrement. Dans un devoir de mémoire, la municipalité de Vesle, le Souvenir français, l'AFMD 63, les associations patriotiques et l'atelier Histoire de Vesle honorent aujourd'hui un homme qui défendait les valeurs d'un monde libre. À ses descendants ici présents, je leur adresse toute ma sympathie et leur dis combien ils peuvent être fiers de l'engagement pris par cet homme courageux. Puisse l'action de cet homme de 27 ans servir d'exemple à notre jeunesse et que sa mémoire ne reste jamais oubliée. Mais n'oublions pas aussi tous les autres morts pour la France, les Vélois tombés lors de cette Seconde Guerre mondiale. Sur cette plaque, nous pouvons lire « Monument érigé par souscription des communes de Monnet, Arthon, Vesle, le Conseil général de l'Indre, le siège du Souvenir français, inauguré en 2000-2001. » Bien, écoutez, on va commencer. Alors, j'ai un peu élargi le propos d'aujourd'hui pour vous parler de la tradition de la fabrique de draps de laine en Berry, et en particulier à Châteauroux et à Déol. C'est un poumon vert dans la ville. Une grande page de l'histoire économique de Châteauroux s'est déroulée là. Dédié aux manufactures de draps, le parc Balzan s'étend sur 49 hectares le long de l'Indre. Il renferme des bâtiments témoins de la splendeur passée d'une famille, les Balzan, auxquels son histoire est intimement liée. Mais il est aussi depuis 20 ans un quartier en forte mutation qui abrite l'éco-campus de Châteauroux. Quand ils arrivent, la situation de la manufacture a bien changé depuis le départ, puisque la première aile dite des tisserands a été vendue en 1818 à l'armée, qui a fait construire un bâtiment supplémentaire qui est dans l'esprit de la manufacture, mais plus grand. Pierre Balzan s'est alors rendu compte, et là c'est un très mauvais épisode de sa vie, que son acquisition allait le ruiner parce que la manufacture de Châteauroux, compte tenu de l'évolution des techniques de l'époque, devenait obsolète. Ses fils vont le persuader de construire, il en avait les moyens financiers et le soutien bancaire, une usine toute neuve qui sera le magnifique projet que réalisera l'architecte Alfred d'Auvergne. La maquette de la manufacture, imaginée par Alfred d'Auvergne, longtemps conservée dans le bureau directorial, montre la magnificence du projet. Richard Balzan y aurait dépensé 3 millions de francs, à rapprocher des 1000 francs de salaire annuel. Votre patience, parce que j'ai été quand même très long. En parlant poliment, les CON
avec 2-3 copains, Paul Collin, qu'on avait fait du théâtre ensemble, on savait se donner la réplique. Oui. On amusait les gens. Du reste, on était en queue de parcours et il y avait beaucoup de monde autour de nous. Ouais. Par exemple, un exemple, on avait fait mimer la scène La Nuit de Noces. Oui. Alors, il y avait un décor qu'on avait fait, et puis il y a pas mal de choses qui étaient truquées. On avait un lit que quand on montait dedans, puis à un moment, se mettait en bascule, on se retrouvait les jambes en l'air, rien que des conneries comme ça, une chaise qui s'effondrait, on ouvrait un placard tout dégringolé. Et est-ce que c'était ce char où il y avait aussi des plumes qui volaient? On m'a raconté ça sur un char, où il y a tout le monde qui suit derrière et qui se bidonne, et on secoue les dredons. C'était la nuit de noces, il me semble. C'est la nuit de noces, oui. Il me semble. Et comment ça se montait, ça s'organisait, ça vous prenait beaucoup de temps Non, pas le char humoristique. Oui, mais oui. par contre, les autres chars, il y avait des gens comme René Maugrillon, tout ça, qui faisaient partie de la musique et tout. Chez M. Verly, il commençait au mois de septembre. Hein. Et puis, plus tous les bénévoles qui venaient, il y avait un boulot formidable. Et puis après, il y avait une personne, c'était une de mes tantes avec M. Verly, Mme Verly, tout ça. Ils allaient voir dans d'autres départements, dans d'autres lieux où il y avait des cavalcades, prendre des exemples de chars pour après donner des idées. Ah oui. Voilà. Bon, écoute, on va commencer. Donc, je vais te demander de te présenter. Donc, Aldo, dis-nous quand tu es né et où tu es né. C'est déjà la première chose. On m'a dit que je suis né le 6 avril 1930 à Roncade, en Italie. Après, mes parents m'ont apporté en France à l'âge de 3 ans. Ouais. On est atterri à Vigo. Ouais. Enfin, c'était prévu parce que la dame, c'était une comtesse de Ballion qui était à Poitiers. Elle avait un neveu qui était journaliste. Et les journalistes voyagent beaucoup. Il a rencontré un journaliste là-bas en Italie. Et puis elle lui a dit, toi qui voyages beaucoup, elle dit, tu ne pourrais pas nous trouver des familles qui voudraient venir cultiver leur ferme. J'ai promené des chars. Il faisait des chars. Et tu as participé à la... Oui. J'ai tiré un char plusieurs années de suite. Et quel char? Oh, je me souviens plus des noms des chars. Hein. Parce que c'était dans quelles années tu as... 59 et puis 60 et après. D'accord. Donc tu tirais avec ton tracteur. Voilà, oui. Des chars. Écoute, on a de nombreuses photos, donc... C'est Jean Verly. C'est lui qui s'occupait de plus. C'est son affaire, la Madrole, hein. Il le faisait tous les ans, hein, Madrole. Ben oui, on a fait une petite réunion chez Michel, Claudette. Là. Là ils ont des souvenirs. Ils confectionnaient les fleurs pour faire les chars. Je m'appelle Alexandre René. Je suis né le 12 février 1936. Je suis né à Velle, et le lieu dit Les Sauzets même, dans la régie de Et j'ai été 61 ans à Velle, et là, puis depuis je suis là, parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais à Velle. Et ton père et ta mère alors? Ton père était certainement... Mon père il est originaire de Velle, il était né à Velle. Son prénom c'est? Ernest. Ernest. Et ma mère, elle habitait Lautier. Et son nom de famille c'était Maugrillon. Ah, d'accord. Et il y en a tout le reste. T'as connu Cumas de la Bouzanne? Je l'ai connu, oui. Cumas de la Bouzanne, c'était le drainage.
Jusqu'à temps qu'il s'en est occupé, quand il a arrêté, après, ils ont vendu le matériel, c'est, je sais pas, un gars de Sandy Jouet qui faisait ça en gros. Oui, je sais pas. Oui, voilà. Et donc, quelle était la mission, l'objet de la Cuma de la Bouzanne? C'était de drainer? C'était de drainer, oui. Mais il drainait toutes les terres autour. Hein, il a d'abord drainé Plessis. Oui. Plessis, on a drainé Corbilly. Ah où j'étais y travailler, d'accord. Tous les terres de Corbilly. Et puis donc le Plessis, le Broutet. Et ça a été fini, ça a été commencé en 69, je crois bien. Plessis, et ça a été fini en 72, je sais pas, quelque chose comme ça, Plessis, le Broutet. D'ailleurs, Balzan, il est mort en 72, au mois de mai, je crois, mars ou mai, je ne sais plus, avril, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il vous a raconté alors? Mais vous connaissiez, oui, à l'époque, des cavalcades? Non, on s'est connus, on s'est mariés en 70. Donc, je connaissais pas à l'époque des cavalcades. Oh, je crois que tu as vu la dernière. J'ai vu la dernière, c'est tout. Ouais. Ah oui? Oui. Tu dis qu'elle était en 65, je crois, la dernière cavalcade. Oui, mais ma soeur et mon beau-frère ont acheté un café, le café à Velle. Ça tourne pas. Reste au point, donc. Si, mais là, ça n'a pas été. C'est pas bien. Ça aurait dû être arrondi pour qu'on puisse mettre le papier dès maintenant. Ça manque d'huile. Tu vois, il faut vraiment baisser comme ça pour arriver à faire rentrer le papier au fond. Sans ça, cette pièce-là, elle gêne. Bon, c'est bien. Mais bon, ça mérite d'exister. Alors, si on veut faire une cavalcade, voilà. Hein, on est prêt. On est presque prêt. Après le reste. Il y a des miniatures. C'est l'huile de coude qu'il faut après. Ah oui, après, c'est ça. Non, parce que faire des chars de 3 mètres de haut, parce qu'il fallait l'escabeau pour mettre les fleurs. Ah bah oui. D'ailleurs, celui qu'on voit ton père dans le garage, c'était un char de laine, je crois, qui était haut. Ah oui, de toute façon, il y en avait tout plein, qui étaient trop hauts pour... Ah oui. Quand ils rentraient dans le garage, il fallait les baisser, il fallait les coucher sur le côté pour rentrer. Ça s'est arrivé assez souvent, il fallait la perche. C'est rare qu'il n'y avait pas un char qui était... Ah oui, à cette époque-là, les fils téléphoniques étaient... Ah oui. Non, mais là, c'est du les rassembler. François aussi, c'est joli. Mon ciseau. Qui tu dis? Chic te dis. C'est comme ça. Chic te dis. Chic te dis. Ah là 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 là. Moi je suis berrichonne. Bah oui, hein. J'ai jamais vu ça. Ça va être. J'arrête parce que je veux la triturer. Avant du rein. Oh, j'ai un truc quand je pense à ça. J'avais 11 ans à l'époque, j'en ai porté 10 autres d'eau. J'en fais une. Comment? Eh ben, ah bah ça y est, tu y arrives. Eh ben, je crois qu'il faut les plier un peu pour qu'elles tiennent, non? Un petit peu, oui. Ça marche mieux. Un petit chouïa, faut. Un chouïa. Un petit chouïa. Bah, c'est pas comme ça. En couture, en employé. Ça serait bien un dernier. Un chouïa, c'est... Ah non, non. Quand je travaillais chez Balzan, c'était chouïa. Un bout de chouïa. T'as pas mis un bout de chouïa, ça m'étonne pas que ça chie. Vraiment pas grand-chose. Non, mais c'était ça, la couture chez Balzan, la confection. On cherchait. Ah, tiens, il y a une copine qui a travaillé là-bas. On cherchait. Quand la chef elle disait « chouïa, ça chie !» Alors on se faisait bien engueuler. Tu as travaillé chez Balzan? Oui, j'ai travaillé 7 ans chez Balzan. C'est même par Charles de Balzan que je suis rentrée chez Balzan.
Je savais même pas que tu avais travaillé. Eh bien si, je savais même pas que tu avais travaillé. Tu avais travaillé là-bas, je veux dire. C'est vrai, on se perd de vue. Hein. Bah oui. Voilà. Et puis, et bon, et ben, mon vieux, on a fait le défilé, on a fait il y a eu les chars, tout le monde s'est mis à fabriquer les chars. Et puis tu vois, depuis, ben oui, on les avait décorés. Et puis il y avait des bonbons. Tu sais encore nous jouer quelque chose? Oh, j'ai plus de dents, mon pauvre vieux. Non, j'ai plus de dents, moi. Eh ben les chars, on a fait des chars, tout le monde, 51. Et combien de temps, toi, tu as participé au Réveil Vellois? Jusqu'en quelle année? Ah, je me rappelle pas de l'année quand on est rentré. Tu sais, on était à Arton. J'avais payé un domaine, une ferme, et puis j'étais avec la Simone, puis vous autres. Et puis, j'avais continué un peu, tu sais, dans Arton. Et puis la Simone, elle avait peur la nuit. Ah ouais? Elle avait peur. Elle dit, oh, ben dis-moi, elle dit, je veux que tu laisses. Elle dit, elle se couchait pas. Vous autres, elle vous couchez, puis elle restait. Je rentrais, moi, le soir après avoir joué. Et puis, elle me dit, j'ai peur. Elle dit, tu sais, elle dit, j'étais toute seule, elle dit, avec les gamins. Puis elle dit, non, c'est pas vrai. Une femme qui est... Voilà. Elle me dit, tu sais, elle dit, tu pourrais mal laisser à présent. Elle dit, je sais, elle dit, tu l'as créé, mais ma foi, elle dit... C'est pas en 58, Arton? Oui. Hein? Oui, 58. 58. Tu as commencé en 51? En 51 que tu as commencé? Oui. Hein? Oui, la clé qui est en 58. Tu es parti du Grand Vernus voilà. Pour aller au Petit Magnolet en 58. Oui. Puis après, ben, j'ai dit à... Ben, il a fait... J'ai dit à Alfred, ma foi, c'est... Bon, ben, écoutez, merci pour votre accueil dans votre magnifique salle de la musique. Ah, c'est vrai que la musique avec, c'est important. Hein. Monsieur Roger Lagoutte, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Roger, donc, si tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis retraité, j'ai 70 ans. Je suis à la musique depuis 67. Alors ça commence à faire. Voilà, et puis j'en suis le président. Et tu as succédé à qui était avant toi? Avant moi, la présidence, c'était Eugène Cagnato. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui a arrêté pour raison de santé. Moi, après, avant de partir, il est devenu le vice-président. Et moi, j'ai pris la présidence. On a inversé les rôles. D'accord. Et ça, c'était en 2007. D'accord. Voilà. Richard, tu veux te présenter là? Oui, Richard Georges, j'habite Velle. Bon, donc je suis à la musique depuis 1988. Tu te présentes? Bruno. Bruno, ah oui. Bruno. Je suis rentré à la musique en 1974, au Clairon à l'époque. Et maintenant, je joue du saxophone. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est constitué de combien d'instruments, combien de musiciens? On est une trentaine en gros. Ouais, avec... Il y a tout quoi. Il y a saxo, trompette, voilà, saxo ténor, saxo alto. Voilà, enfin les trois saxos, oui. Alto, soprano, ténor. Trombone, sous-bassophone, sous-bas. Comment s'organisait, quelle était l'ambiance quand vous faisiez des répétitions dans cette salle? À présent, elle nous paraît très petite, hein, cette salle. Quand vous étiez une douzaine de gars là, à jouer, ça faisait du bruit. Comment vous faisiez? Alors là, les premiers qui ont appris justement le clairon puis ainsi de suite. Ouais. Alors, Desnoyers mettait deux, trois gars là, deux, trois là, dans chaque coin. Hein? Et puis, ceux qui étaient pas un peu meilleurs, ils faisaient faire des sons à l'autre, ils faisaient tambour pareil, et puis voilà. Ça se passait dans les angles. D'accord. Et vous jouiez aussi en groupe, j'imagine, ou c'était dehors le groupe?
Ah ben, on jouait. Les répétitions étaient toutes là, hein, d'harmonie. Comment se fait-il qu'on te voit avec le petit Louis Marien, avec une poussette de gamin? T'étais pas à ce moment-là au Réveil Vellois, parce que tu faisais le clown dans le défilé des cavalcades. Non, c'était la cavalcade, ça. Mais tu jouais pas, là, alors, cette année-là? Ah ben non, là. Parce qu'il y avait des... Ça a été quelques années qu'on jouait pas, parce qu'il y avait trop à s'occuper autrement, puis il fallait compenser un peu tout. Hein? D'accord. Et puis il y avait une autre fois, tu as joué sur pas mal de chars, toi. Tu peux nous les dire? Oui. Alors vas-y. Oui. Il le dit, il le sait. Ah, j'étais sur pas mal de chars, mais bon, forcément. Hein. La chambre à coucher? La chambre à coucher aussi, non? Non, je pense pas que tu aies fait la chambre à coucher. Il y avait le... Dis donc. Oui, il y avait le truc de la poussette, il y avait le truc avec ta... Avec Morissette. Morissette, qu'on dansait sur... C'était les sombreros. C'est les sombreros. Et puis les autres... Rosine. Nom de jeune fille? Né Beurrier. Travaillait là-bas. Et alors j'ai dit, si tu me ramènes pas à Velle, je divorce tout de suite. Madame Roseline Proulx, le 30 mars 1936, c'est le jour de votre naissance. Vous avez travaillé à la chemiserie de Velle. Puis, vous décidez de rester au foyer pour vous occuper de vos enfants. Ensuite, vous entrez à la cantine de l'école de Velle jusqu'à votre retraite. Vous avez un souvenir très marqué quand le parachutiste s'est tué devant la maison de vos parents, chemin du Guigné. Roseline, vous nous avez quittés le 16 septembre 2022. Respect. Proposé de récolter des vipères pour... Alors raconte-nous ça. Ah ben ça j'étais au Touzet. C'était M. Balzan, Charles-Henri Balzan, le maire, qui était maire à Velle. Il s'amène au Touzet, et puis il voit le patron, Fernand Chagnard, il s'amène me voir. Ben, Fernand, il dit, écoute, parce qu'il se tutoyait, il dit, écoute, Charles-Henri, il est après labourer dans le chemin qui va à la Jorie. Bon, il savait où c'était. Il me dit, c'est vrai que tu ramasses des vipères, Joe? C'est que vous en voulez? Parce que je peux y aller 2-3 tantôt de suite, au lieu de me poser, dormir un coup au printemps, avant de redémarrer. Ah, il dit non, il dit, il y en a assez au Plessis. Non, il dit, c'est pour l'Institut Pasteur, il dit, ils nous en demandent tout le temps. Bon. Je dis, je peux en ramasser, mais je dis, je ne m'occupe de rien. Parce que, non, il dit, je vais leur demander les boîtes où il faut les mettre, ils vont envoyer les boîtes et t'en mettras 10 ou 15 ou 20, comme tu peux, dans chaque boîte. Alors, toutes les semaines, il venait, Fernand, il l'appelait, ou ben, il le voyait, et puis, parce que
Il n'y avait pas beaucoup de voitures à ce moment-là, mais Fernand Chagnard en avait une. Et il venait chercher les vipères au Touzé. Ah, voilà, je suis né à Velle le 1er février 1933. D'accord. Et à Velle? À Velle. Mais à quel endroit? Quel endroit? À la place où il y a Gallois. Donc, à cette époque, du point de vue de l'amusement... on avait la musique, tous les... Mais par exemple, vous alliez au bal tous les deux, bah, une fois mariés, je veux dire, tu vois, dans... Ah, une fois mariés, on n'y a pas été souvent. On se promenait. Alors, l'affaire de la clique, tu as joué un peu à la clique? J'ai commencé, les premiers c'était le Desnoyers, le postier qui était là. Et après, plus tard, c'est Virly parce qu'il est venu monter son garage. C'est au niveau des cavalcades, je t'avais déjà un peu questionné là-dessus, tu me disais que tu n'y as pas été très longtemps, mais par contre on te voit sur des photos de cavalcades. Ah bah si, tu y étais assez longtemps. Ah si, il était assez longtemps les cavalcades. Bah, en 51, il y a eu un premier essai de cavalcade, il y avait 2 ou 3... Il y avait une B2, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait les Colin là, qui faisaient avec un teuf-teuf. Oui. Et tu jouais de quoi? De quel instrument? Au début, j'avais la trompette verte d'harmonie, le corps de chasse et le bécléron. Du parachutiste. Ah oui. On discutait un peu avec Georges hier. Nous, on y a été, mais on a vu qu'il avait gratté par terre, c'est tout. Hein, ça, vous avez vu, d'accord. On y a été, c'est pas loin. Hein. Bon, les gamins, ils sont curieux. Bon. Et le maire de... ah non. Le maire de l'époque, c'était Robert Balzan, à l'époque. Bien, ben écoute, merci. On va passer à Marie, alors. Oui, bonjour. Bonjour. Tu te présentes? Alors, je m'appelle Marie Cagnato, enfin née Cagnato, et je suis née à Vigoux, dans l'Indre, et je suis venue habiter Velle, j'avais 9 mois. Et j'y suis encore. Alors oui, ma famille était venue d'Italie en 1933, je crois bien. Alors, qui est-ce qui est né en Italie? Quels sont les enfants Cagnato? Alors, les enfants Cagnato, oui, il y a l'aîné, Clara, oui, et le deuxième, c'est Aldo. Aldo, d'accord. Et Jean est plus jeune que toi ou... Jean est plus vieux que moi. Oui. Et il n'est pas né en Italie? Il n'est pas retourné, oh non, il n'est pas retourné. Ils étaient dans quelle ferme? Les années, alors donc, mes parents ont donc fait 3 ans à Vigoux. Alors il y avait mes parents, il y avait Nathalie, mon oncle, Sanet, il y avait, je ne sais plus qui. Mais alors les plus jeunes des années, ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas rempli leur contrat, qu'ils étaient venus pour 3 ans. Donc il a fallu qu'ils restent finir leur contrat dans la ferme à Vigoux. Alors au bout de 3 ans, tout le monde est revenu sur Velle, au Combe. Bon, alors les contacts avec la famille en Italie, vous en avez gardé? Qui en a gardé? Pas moi. Alors qui en a gardé? Odette, elle y a été 2-3 fois en vacances. Aldo.